Des traces d'ADN extraites d'anciennes briques d'argile en Mésopotamie aux habitations lacustres préhistoriques en Europe, découvrez comment chaque découverte révèle des secrets du passé, éclairant des avancées scientifiques révolutionnaires, des civilisations anciennes et l'utilisation innovante des technologies modernes en archéologie. Voici 12 fascinantes découvertes archéologiques qui ont redéfini l'histoire. Pompéi est le site archéologique le plus célèbre du monde. C'est aussi l'un des plus riches en découvertes, qui ne cessent d'y être mises au jour. En novembre 2021, Pompéi a révélé l'une de ses trouvailles les plus fascinantes depuis des années, ce qui semble être des quartiers d'esclaves, si bien conservés qu'ils donnent l'impression d'avoir été figés dans le temps lorsque le Vésuve est entré en éruption en l'an 79. Il ne fait aucun doute que vivre dans ces quartiers n'aurait pas été agréable, mais certaines indications suggèrent que les esclaves romains, ou du moins ceux de Pompéi, étaient maintenus dans des conditions meilleures qu'on ne l'imagine souvent. Leurs chambres contenaient des lits, des pots de chambre, des amphores et des cruches en céramique. Toutefois, étant donné qu'au moins 3 personnes vivaient probablement dans cette pièce exiguë, l'espace devait être extrêmement restreint. La pièce ne mesure que 4 mètres carrés. On y a également trouvé un essieu de char, ce qui laisse penser que l'entretien des véhicules faisait partie des tâches des esclaves. De manière glaçante, les archéologues pensent qu'un des lits pourrait avoir appartenu à un enfant. Cette pièce située sous la villa de Civita Giuliana est actuellement en cours de préservation. Les chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre ont réalisé une prouesse scientifique en extrayant de l'ADN ancien d'une brique d'argile vieille de 2900 ans. Déjà, obtenir de l'ADN à partir d'os et de dents est une tâche difficile, mais d'une brique d'argile, c'est une première. Cette brique a été trouvée dans le palais du nord-ouest du roi néo-assyrien Assur-Nazir-Pal II, dans l'actuel Nimroud au nord de l'Irak. Elle avait été découverte à l'origine en 1949 par l'archéologue britannique Max Mallowan et son épouse, Agatha Christie. Oui, c'est Agatha Christie, l'écrivaine de romans policiers. La brique a été fabriquée à partir de boue et de matériaux végétaux collectés sur les rives du Tigre et s'est brisée en plusieurs morceaux au fil des années, permettant aux chercheurs d'analyser son noyau non contaminé. L'analyse ADN a révélé 34 types de plantes différentes, y compris des familles comme les Brassicaceae, dont fait partie le chou, et les Ericaceae, qui inclut la bruyère. Cette découverte ouvre une toute nouvelle voie pour comprendre la biodiversité de la Mésopotamie antique ainsi que les matériaux utilisés dans la construction de l'époque. Il ne serait pas exagéré de dire que découvrir comment extraire l'ADN de l'argile pourrait s'avérer être une avancée scientifique révolutionnaire. Le calendrier Maya est un sujet entouré de mystères et, soyons honnêtes, aussi d'un bon nombre de prédictions apocalyptiques, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, des chercheurs ont révélé de nouveaux secrets de ce système ancien de mesure du temps, et il n'y a aucun signe de fin du monde. Une étude récente s'est plongée dans les cycles et calculs complexes du calendrier Maya, révélant son incroyable précision. Les Mayas étaient des astronomes passionnés, et leur calendrier était profondément lié aux événements célestes. Cette nouvelle recherche montre qu'ils avaient même pris en compte la légère oscillation de l'axe terrestre, un phénomène qui met 26 000 ans à s'accomplir. L'étude dissipe aussi certains mythes persistants, comme l'idée que les Mayas avaient prédit la fin du monde en 2012. En réalité, cette date marquait simplement la fin d'un cycle calendaire et le début d'un autre, donc il n'y avait jamais eu besoin de faire des réserves de conserve. Cette recherche non seulement approfondit notre compréhension de la civilisation maya, mais met aussi en lumière la sophistication remarquable des cultures anciennes. C'est un rappel opportun que, même si nous avons des smartphones et des voyages spatiaux, nos ancêtres possédaient des connaissances impressionnantes sur le cosmos. Imaginez être un enfant de 8 ans, jouant dans un bac à sable et tomber sur une relique plus ancienne que vos arrière-grands-parents. C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune garçon nommé Bjarne, à Brême en Allemagne. Alors que la plupart des enfants trouvent des coquillages ou peut-être une voiture miniature oubliée, Bjarne a découvert un denier romain vieux de 1800 ans. Cette pièce d'argent, frappée au IIe siècle, pèse moins de 30 grammes et témoigne des périodes d'inflation à l'époque de sa création. Ne réalisant pas immédiatement l'importance de sa trouvaille, Bjarne a ramené la pièce chez lui avant de la remettre finalement aux archéologues. Son motif est usé, mais on distingue encore un dessin sur son pourtour, ainsi qu'une figure centrale. Fait intéressant, seules 2 autres pièces similaires ont été trouvées à Brême, une région qui n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Le voyage de cette pièce jusqu'au bac à sable reste un mystère. Elle pourrait être arrivée par le commerce, transportée par une rivière ou même avoir été un souvenir d'une époque révolue. Des plans sont en cours pour exposer ce petit trésor au musée Foch de Brême. Alors, la prochaine fois que vous irez à la plage, peut-être devriez-vous troquer votre seau et votre pelle contre un détecteur de métaux. On ne sait jamais ce que l'on peut déterrer.
Nous avons encore une histoire où les merveilles de la technologie moderne rencontrent les mystères du passé. Des chercheurs de l'Université Complutense de Madrid ont offert un nouvel éclairage sur l'art rupestre paléolithique de la grotte de la Pasiega en Cantabrie grâce à des techniques d'enregistrement stéréoscopique numérique. Autrefois, certaines de ces œuvres anciennes étaient considérées comme inachevées, mais cette nouvelle méthode a révélé des détails cachés, y compris des représentations inédites de chevaux, de cerfs et peut-être d'aurochs. Il s'avère que les artistes n'ont pas simplement abandonné leurs œuvres. Ils intégraient en réalité les formations naturelles de la roche dans leur création. Cette fusion harmonieuse entre les éléments façonnés par l'homme et ceux de la nature ajoute de la profondeur et une tridimensionnalité aux scènes. Même les parois de la grotte elles-mêmes ont pu servir d'inspiration artistique. Par exemple, une image de cheval mesurant environ 18 par 12 pouces utilise les fractures naturelles de la roche pour dessiner sa tête et sa poitrine. C'est une sorte de réalité augmentée préhistorique où la frontière entre le physique et l'artistique s'efface. Cette découverte démontre que l'art paléolithique ne se limite pas à de simples dessins. C'est une interaction complexe entre les artistes et leurs toiles naturelles. Au cœur du centre historique de Mexico, des archéologues ont mis au jour un village vieux de 1500 ans qui faisait autrefois partie de la civilisation de Teotihuacan. La découverte a été faite dans la zone de Tlatelolco et comprend des canaux d'eau, des sols, des trous de poteaux, un puits artésien et une multitude de céramiques. Même des sépultures humaines ont été trouvées, accompagnées de bols typiques de la production de Teotihuacan. Ce village n'était pas juste un simple établissement. Il possédait une structure économique complexe. Ses habitants n'étaient pas seulement des agriculteurs, des pêcheurs et des cueilleurs de subsistance. Ils produisaient aussi des céramiques, des armes et divers objets en pierre et en coquillage. Le village faisait probablement partie du vaste réseau d'approvisionnement et de commerce de Teotihuacan. Et les fouilles ont révélé des vestiges de 6 périodes différentes, y compris des occupations mexicas et coloniales précoces. C'est une découverte qui ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension de Teotihuacan, une civilisation qui était la force culturelle, économique et politique dominante de la région à son apogée. Cette trouvaille est un véritable trésor pour les historiens et les archéologues, offrant un aperçu de la vie quotidienne et des activités économiques d'un village qui prospérait autrefois sous l'influence d'une des plus grandes civilisations mésoaméricaines. Vient ensuite une histoire qui ferait battre le cœur de n'importe quel géologue. Imaginez que vous soyez en train d'excaver une forêt pétrifiée sur l'île de Lesbos en Grèce et que vous tombiez sur un arbre pétrifié de 19 mètres de long, avec ses racines, ses branches et même ses feuilles intactes. C'est exactement ce qui est arrivé à Nikolaos Zoros, professeur de géologie à l'Université de la mer Égée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, son équipe a découvert 150 troncs fossilisés empilés les uns sur les autres à proximité. Cette forêt pétrifiée, classée Géoparc mondial de l'UNESCO, est l'une des plus grandes du monde et date d'entre 17 et 21 millions d'années. Elle constitue un instantané saisissant d'une époque où des éruptions volcaniques ont enseveli une grande partie de Lesbos sous la lave et les cendres. Cette découverte est si exceptionnelle qu'elle est saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la paléontologie. Ce n'est pas qu'une simple relique, c'est une capsule temporelle qui offre des aperçus inestimables sur les écosystèmes d'une ère révolue. On sait que l'expression « découverte unique » est souvent employée en archéologie et en paléontologie, mais parfois son usage est pleinement justifié, et c'est précisément le cas ici. Après tant d'années, il est incroyable que cet arbre soit encore intact. La prochaine histoire concerne le déchiffrage d'une énigme antique. Des archéologues ont réussi à décrypter une écriture ancienne de Kusana, éclairant une civilisation qui dominait autrefois des parties de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. L'écriture a été trouvée sur une série de pièces et d'inscriptions, et son déchiffrement a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'empire Kusana, qui a prospéré entre le 1er et le 4e siècle. Les Kusana étaient connus pour leur tolérance religieuse et leur fusion des cultures, jouant un rôle important dans la diffusion du bouddhisme. Décrypter cette écriture n'a pas été une tâche facile. Cela a nécessité la collaboration de linguistes, d'historiens et d'archéologues. La percée est survenue lorsque les chercheurs ont réalisé que l'écriture présentait des similitudes avec d'autres langues anciennes, y compris le sanskrit et le pali. Ce n'est pas juste un exercice académique. C'est une clé pour dévoiler l'histoire et les contributions d'une civilisation longtemps enveloppée de mystères. L'écriture déchiffrée devrait révéler de nouvelles informations sur le gouvernement de l'Empire, ses pratiques religieuses et même la vie quotidienne. C'est une réalisation monumentale qui souligne l'importance de la collaboration interdisciplinaire pour révéler les secrets du passé. L'une des découvertes récentes les plus surprenantes et mystérieuses en Israël est une piscine et une fontaine vieille de 1500 ans, située près d'un ancien site chrétien dans le parc d'Einania.
Maintenant, ce n'est pas une piscine ordinaire de jardin. Elle fait partie d'un complexe de l'ère byzantine qui remonte au IVe, au VIe siècle après Jésus-Christ. Mais voici où ça devient intéressant. Personne ne sait à quoi servait cette piscine. Était-ce un lieu pour les morts ou peut-être l'équivalent ancien d'un spa de luxe? Le mystère s'épaissit. L'eau de la piscine s'écoule dans une fontaine plutôt sophistiquée, ornée de sculptures de nymphes, rien de moins. C'est la première fontaine de ce type découverte en Israël, et elle laisse les archéologues perplexes. Pour ajouter une couche de mystère, on pense que le site est lié au récit du Nouveau Testament sur un eunuque éthiopien converti au christianisme par saint Philippe l'Évangéliste. Que ce soit une piscine baptismale sacrée ou le lieu de détente ultime pour la royauté, cette découverte est seulement à moitié comprise. Nous avons trouvé sa forme physique, mais nous n'avons pas encore déterminé sa signification symbolique ni sa véritable fonction. Nous terminons avec une découverte archéologique dans laquelle on peut littéralement plonger. Une équipe d'archéologues sous-marins a mis au jour un village sur pilotis vieux, de 8000 ans au fond du lac Ohrid, qui s'étend à la frontière entre la Macédoine et l'Albanie. Fait quelque peu effrayant, le village était protégé par une impressionnante collection de plus de 100 000 pieux en bois. En mettant ces pieux de côté un instant, l'ancienneté du site en fait potentiellement le plus vieux village sur pilotis jamais découvert en Europe. L'état de conservation du site était si remarquable que les chercheurs ont même retrouvé des graines, des plantes et des ossements d'animaux, nous offrant un aperçu du régime alimentaire des habitants, qui comprenait probablement la pêche et l'élevage. On estime que le village abritait entre 200 et 500 personnes, et qu'il date d'entre 6000 et 5800 avant Jésus-Christ. Si ces dates se confirment, nous avons sous les yeux la plus ancienne communauté lacustre d'Europe. Pourquoi construire un village sur pilotis? Eh bien, ce n'est pas seulement pour se protéger des inondations. L'environnement aquatique agissait comme un fossé naturel, rendant le village plus difficile à attaquer. Et puis, n'oublions pas le prestige social d'habiter au-dessus de l'eau. Nos ancêtres étaient clairement en avance sur leur temps en matière d'urbanisme innovant. Dans un village de Géorgie, des ouvriers qui rénovaient une vieille maison ont découvert un trou étrange derrière un mur. À l'intérieur, ils ont vu des jambes humaines momifiées, comme si quelqu'un y avait été enfermé depuis de nombreuses années. En creusant davantage, ils ont découvert un tunnel secret contenant les restes d'autres corps, des vêtements anciens et des signes indiquant que des personnes avaient tenté de s'échapper. Des spécialistes pensent que le tunnel aurait pu servir de prison secrète ou de cachette pendant des périodes de guerre. À ce jour, personne ne sait vraiment qui étaient ces personnes, ni pourquoi elles sont mortes ainsi. Cette découverte a choqué le pays et est devenue un symbole d'un passé sombre resté caché pendant des décennies. La cité corallienne de Leleu est un lieu unique sur Terre. Située sur l'île de Leleu, une île satellite de la plus grande île de Corceret dans les États fédérés de Micronésie, Leleu est une cité de corail qui fut un centre du pouvoir tribal entre environ 1250 et le milieu du 19e siècle. La ville fut construite avec des matériaux biologiques comme du corail sluractinien et des blocs de basalte prismatique, et elle possédait un système complexe de murs, de terrasses, de routes et d'enceintes. À son apogée, Leleu s'étendait sur une superficie d'environ 3 millions de pieds carrés et abritait environ 1500 habitants vivant dans une société hiérarchisée complexe. L'architecture était un indicateur social. Le roi et la haute aristocratie vivaient au centre, derrière de hauts murs de basalte, tandis que la basse aristocratie et les gens du peuple avaient des habitations plus modestes. La cité possédait même ses propres structures funéraires pyramidales appelées sarous. Alors, qui a construit cette merveille? Les premières théories suggéraient des naufragés espagnols ou des pirates, mais le style architectural distinct indique une culture indépendante, bien antérieure à tout contact européen. C'est un lieu qui remet en question notre compréhension des cultures des îles du Pacifique et nous fait réfléchir à l'ingéniosité des sociétés anciennes. L'intelligence artificielle est désormais partout, et elle a récemment joué un rôle clé dans des avancées majeures pour la compréhension du passé. Des archéologues ont utilisé l'intelligence artificielle pour traduire des tablettes cunéiformes vieilles de 5000 ans. Ces tablettes d'argile originaires de l'ancienne Mésopotamie ont longtemps posé un défi aux spécialistes. Le cunéiforme est l'un des plus anciens systèmes d'écriture connus, mais il est aussi notoirement difficile à interpréter. C'est là qu'intervient l'IA, qui a été entraînée à reconnaître les marques en forme de coin et à les traduire dans une langue moderne. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre des informaticiens et des archéologues, et les résultats sont tout simplement révolutionnaires. L'intelligence artificielle a réussi à traduire des textes qui avaient défié les experts humains pendant des années, révélant de nouvelles informations sur les aspects sociaux, économiques et religieux de la vie en Mésopotamie antique. Ce n'est pas seulement une avancée pour l'archéologie, c'est aussi une démonstration des capacités incroyables de l'intelligence artificielle.
Alors que nous continuons à repousser les limites de la technologie, il est fascinant de voir comment elle nous aide à nous connecter au passé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. C'est comme une poignée de main numérique à travers les millénaires, et cela transforme totalement la recherche historique. À environ 145 km à l'ouest de San Diego, en Californie aux États-Unis, se trouvent les îles Channel de Californie du Sud. L'une d'elles s'appelle l'île San Clément, et c'est sur cette île qu'un archéologue de la marine a découvert, en juillet 2013, une très rare effigie de bateau fabriquée par les Amérindiens. L'île appartient à la marine américaine, mais celle-ci emploie des archéologues pour effectuer des études régulières sur place. Des milliers d'artefacts y ont été découverts, probablement grâce à l'absence totale de rongeurs et de vers fouisseurs sur l'île, ce qui fait que les objets restent à la surface, ou juste en dessous, faciles à trouver. Ce bateau en pierre, par exemple, fut découvert à ciel ouvert. Il mesure environ 23 cm de longueur et fut sculpté dans de la roche volcanique, un matériau difficile à travailler en sculpture en raison de sa dureté et de sa fragilité. Il est possible que l'artiste ait choisi spécifiquement cette pierre parce qu'elle était volcanique, comprenant d'une manière ou d'une autre qu'elle avait quelque chose de spécial. Andy Yatzko, l'archéologue responsable de la découverte, estime que ce bateau date d'environ 1000 ans. L'île fut habitée pendant environ 9000 ans, ce qui rend cet objet relativement récent. Il semble que depuis presque aussi longtemps qu'il existe des bébés humains, on ait eu besoin de biberons pour les nourrir. Voici justement un ancien biberon en forme de cochon découvert dans les Pouilles, en Italie, en décembre 2013. Le biberon a été retrouvé dans une tombe taillée dans la roche impeccablement préservée dans la ville de Manduria. La tombe était dans un état intact avec des bandes de peinture rouge, ocre et bleu toujours visibles sur les murs. Les scientifiques ont pu confirmer que la tombe date d'au moins 2400 ans, ce qui signifie que le biberon en forme de cochon a au minimum le même âge. La présence de ce biberon reste inexpliquée, car aucun nourrisson n'était présent dans la tombe. À la place, les restes de 2 adultes furent découverts. Les autres objets funéraires enterrés avec eux sont tout à fait normaux pour l'époque. Il ne fait aucun doute que le biberon était destiné à un enfant. Il possède des cils mignons, des yeux ressemblant à ceux d'un humain, ainsi que des oreilles pointues. L'hypothèse la plus probable selon les historiens est que la femme enterrée dans la tombe était présumée enceinte lorsqu'elle est décédée, mais aucune preuve physique de grossesse n'a pu être identifiée. Si tu visites le musée Tullie House à Carlisle en Angleterre, tu y verras 2 anciens tridents en bois exposés. Le musée possède ces tridents depuis 2009, mais les experts ne comprennent toujours pas beaucoup mieux leur véritable histoire qu'au moment où ils les ont reçus. Les tests effectués sur ces objets les datent de l'ère néolithique, il y a environ 6000 ans, et leur fonction exacte reste inconnue. Tout le monde connaît bien la forme du trident, puisque ces lances à 3 dents apparaissent souvent dans les mythologies grecques et romaines, particulièrement associées à Poséidon ou Neptune. Mais dans ces histoires, les tridents sont généralement métalliques, alors que ceux-ci, en bois, précèdent largement ces mythes grecs et romains. Chacun mesure un peu plus d'1,80 m et est fabriqué à la main à partir d'un seul morceau de chêne. Ils sont trop épais pour avoir servi à la pêche et trop émoussés pour la chasse. Une hypothèse serait qu'ils auraient été recouverts de peau d'animal et utilisés comme pagaies, mais leur forme et leur conception ne semblent pas adaptées non plus à cette utilisation. Ils sont fascinants, mais aussi frustrants. Les lignes de métro sous la ville brésilienne de Rio de Janeiro sont actuellement en expansion. Ce processus implique de creuser dans un sol resté intact depuis des siècles, ce qui a mené à des découvertes surprenantes. Parmi elles, une petite brosse à dents en ivoire qui aurait appartenu à l'empereur Pedro II, mais aussi un type de dentifrice mentholé, probablement créé spécialement pour une reine portugaise. Plus de 200 000 découvertes ont déjà été faites, presque toutes datées des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Curieusement, un nombre considérable de ces objets présentent des liens avec la royauté ou l'aristocratie. Il y a même une élégante bouteille d'eau sur laquelle est gravée l'inscription « À la famille royale ». Les archéologues étaient d'abord perplexes face à la quantité d'objets royaux, puisque cette partie de la ville servait autrefois d'abattoir. Ce serait le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver de tels objets. Mais ils croient désormais avoir une explication. Il y avait autrefois un palais impérial non loin du lieu des fouilles, et ses occupants auraient utilisé cette partie de la ville comme dépotoir, sans rien dire à personne. Ainsi, les ouvriers du métro creusent aujourd'hui à travers les déchets royaux. En décembre 2013, une collection extraordinaire d'objets en bronze fut retrouvée à l'intérieur d'une tombe datant de la dynastie Shao occidentale, située dans la ville de Baoji, dans la province du Shanxi en Chine. Ce trésor comprend une soupière rituelle, des bols à soupe et des récipients pour le vin, probablement utilisés lors d'un rituel funéraire quand la tombe fut scellée. La tombe, simplement appelée tombe M4, a environ 3100 ans.
et contient au total 44 pièces en bronze. La soupière rituelle est l'objet le plus remarquable de cette collection. Elle est ornée de gravures représentant des dragons et des oiseaux et recouverte de pas moins de 192 pointes. Certains des artefacts semblent ne pas correspondre à ce que nous savons de cette région à cette époque. Il fut donc supposé qu'ils auraient pu être des butins de guerre enterrés avec l'individu non identifié comme marque de respect. Les noms de plusieurs clans Shang sont inscrits sur plusieurs récipients retrouvés dans la tombe, mais la tombe appartient très probablement à un membre haut placé du peuple Shao. Si ces artefacts furent pillés chez les Shang, alors la personne enterrée là pourrait avoir été un officier militaire qui dirigeait certaines de ces attaques. Le trésor d'or de Breuter est à l'origine d'un conflit entre l'Irlande et la Grande-Bretagne depuis qu'il fut découvert à Limavady en Irlande du Nord, dans les dernières années du 19e siècle. On pense que le trésor était resté caché sous terre pendant plusieurs siècles avant d'être accidentellement mis au jour par les fermiers Thomas Nicol et James Morrow lorsqu'ils labouraient leurs champs en 1896. Les objets composant le trésor furent rapidement divisés entre les deux hommes et leurs familles, puis vendus dans plusieurs directions. Ce n'est qu'au moment où le British Museum en acheta une partie et confirma leur ancienneté de 2000 ans que leur véritable valeur fut reconnue. Lorsque la couronne britannique tenta alors de revendiquer l'intégralité du trésor, une très longue dispute commença. Pendant ce temps, loin des conflits, certains tentèrent de comprendre l'importance du bateau en or, sculpture très étrange même selon les critères de l'époque. Aujourd'hui, on pense que le bateau pourrait être une offrande votive adressée à une divinité irlandaise méconnue nommée Monaghan MacLair, dieu de la mer. Si tel est le cas, il s'agirait alors de la seule offrande votive de ce genre jamais découverte. Les cerveaux humains ne résistent généralement pas au processus de momification et ne durent pas non plus très longtemps après la mort lors d'un enterrement classique. En réalité, ils sont généralement l'une des premières choses à se décomposer complètement. C'est pourquoi la découverte d'un cerveau en octobre 2013 est particulièrement importante et inhabituelle. Il appartient à un humain de l'âge du bronze, ce qui signifie qu'il est resté intact pendant plus de 4000 ans. Cette découverte fut faite à Seytomer, en Turquie, dans une colonie détruite par un tremblement de terre rapidement suivi d'un incendie. C'est précisément cette combinaison de catastrophes qui permit la préservation du cerveau. Le tremblement de terre recouvrit la victime de décombres, puis l'incendie consuma tout l'oxygène restant, chauffant le cerveau tout en éliminant son humidité. Privés d'humidité et d'oxygène, les tissus cérébraux ne purent donc pas se décomposer. Grâce à une analyse minutieuse et détaillée de ces tissus, les scientifiques espèrent pouvoir en apprendre davantage sur les dernières heures de la personne concernée, mais aussi identifier de possibles maladies ou anomalies cérébrales antiques. Cela pourrait finalement déboucher sur une avancée majeure dans notre compréhension de la santé humaine durant l'âge du bronze. Trouver un objet prouvant un lien avec un ancien monarque britannique est souvent une bonne façon de faire fortune, et c'est exactement ce qu'espère la personne. Et ayant découvert cette épingle à chapeau en or en avril 2019, qui tente désormais d'établir un lien entre cette épingle et un célèbre portrait du roi Édouard IV Lisa Grace, a trouvé cette épingle avec son détecteur de métaux dans un champ du Lincolnshire. Et après l'avoir récupérée, elle l'a identifié comme étant un soleil en splendeur. C'est l'emblème personnel du roi, qu'il portait comme épingle à chapeau sur plusieurs portraits réalisés durant son règne. En plus d'être un souverain, il était également guerrier, et durant son premier règne, sa maison d'York était constamment en conflit avec la maison de Lancastre pour le contrôle de la couronne britannique. Puisque ce symbole est très personnel au roi, il est tout à fait plausible que l'objet ait été perdu lors d'une bataille, surtout que la découverte de Lisa date probablement aux alentours de l'année 1485. Même la pierre, une améthyste violette, était connue pour être une favorite du roi. Cette épingle vaut environ 15 000 $ en tant que simple bijou, mais si elle peut être prouvée comme ayant appartenu à Édouard IV, sa valeur pourrait atteindre plusieurs millions. Notre prochaine série de découvertes est le résultat d'une véritable course contre la montre menée par les archéologues dans le delta du Yukon-Kuskokwim en Alaska, où le territoire est menacé par la montée des eaux, la fonte du pergélisol et la diminution de la couverture de glace, contribuant à une rapide érosion. Si ces terres ne sont pas rapidement étudiées, de précieux vestiges archéologiques seront perdus à jamais sous la mer. Le delta fait 3 fois la taille de l'Écosse et accueille des milliers d'habitants, mais tous pourraient être forcés de quitter la région au cours des 50 prochaines années. À mesure que la glace disparaît, des traces du passé sont révélées. Parmi les plus frappantes se trouvent des poupées et des masques en bois sculptés, beaucoup encore dans un état si exceptionnel qu'on distingue encore les traces de peinture d'origine. Ils proviennent du village de Nunaluk, occupé entre le XIVe et le XVIIe siècle. Nunaluk disparaît dans la mer à une vitesse de 9 mètres tous les 10 ans, même si des dizaines de ces poupées, ainsi que des bols, des kayaks, des outils en pierre
et des céramiques raffinées ont déjà été récupérées. Beaucoup d'autres sont déjà probablement perdus. Une subvention d'1 800 000 livres accordée en janvier 2014 a apporté un peu d'aide, mais il reste encore beaucoup à faire. Ensuite, nous avons une vaste collection découverte en novembre 2013 sur le site du temple de Jupiter de Lacinus dans l'ancienne cité de Dolaka en Turquie. Jupiter de Lacinus était un dieu du climat pour les citoyens de l'Empire romain. Il est donc probable que cette impressionnante collection de plus de 600 amulettes et sceaux ait été laissée en offrande à la divinité, afin qu'elle apporte des conditions favorables aux cultures et aux récoltes. Ces objets datent d'il y a entre 2700 et 2400 ans. La majorité est en verre, mais il y a également des exemplaires en quartz et même en pierre, ce qui donne probablement une idée de la richesse et des moyens des personnes qui les ont laissés sur place. De petits trous percés dans certains sceaux suggèrent qu'ils étaient autrefois portés autour du cou, attachés par un fil. Beaucoup portent des inscriptions qui pourraient être liées à l'identité de la personne. Sur d'autres amulettes, on trouve des scènes représentant des animaux ou des personnages. Même si ces représentations n'étaient peut-être que décoratives, les bijoux étaient déjà à l'époque aussi personnels qu'ils le sont aujourd'hui. En septembre 2014, des travaux de construction ont commencé sur les éoliennes de Myrtille, au pays de Galles. Ces travaux nécessitaient de retirer beaucoup de tourbe, et au fur et à mesure que les ouvriers dégageaient cette tourbe, d'anciens artefacts ont commencé à apparaître. Parmi eux se trouvait ce très ancien morceau de bois, recouvert de gravures décoratives. Même après nettoyage et préservation du bois, les historiens ignorent encore sa fonction précise. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agissait d'un marqueur tribal utilisé pour délimiter un territoire il y a environ 6270 ans. La découverte d'un objet décoratif datant de cette époque est rare au pays de Galles, mais cette trouvaille revêt une importance bien au-delà du pays. Il s'agit du plus ancien morceau de bois décoré jamais découvert en Europe. L'endroit où il fut trouvé aurait été situé au bord d'un lac il y a 6000 ans, un lieu probablement idéal pour la chasse. On comprend aisément que la tribu vivant à proximité ait voulu en revendiquer la propriété. Les motifs ovales et les lignes en zigzag gravées sur l'objet n'ont pas de signification littérale, mais leur sens symbolique devait être très clair pour ceux qui les observaient. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et reste attentif pour découvrir d'autres trouvailles fascinantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine.